Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec encore une fois. Nous sommes le 14 décembre 2010 et aujourd'hui je voudrais continuer mes petites capsules vidéo sur l'histoire de la physique de Aristote à Albert Einstein. Comme nous avons vu dans la capsule précédente où je parlais de Michelson et la vitesse de la lumière, dans les années 90, la vitesse de la lumière avait été considérée comme finie et limitée. On ne pouvait rien ajouter à la vitesse de la lumière, ça ne marchait pas. Un petit peu plus tard, il y a un Hollandais du nom nommé de Hendrik Anton Lorentz. Lui, il était né en 1853 et il est mort en 1928. C'est un physicien néerlandais, puis c'est un très bon physicien, parce qu'on lui a donné le prix Nobel de physique en 1902 pour ce qu'on appelle communément aujourd'hui les équations de Lorentz. Lorentz était un spécialiste des théories de Maxwell en électromagnétisme et il a développé ces équations qu'on appelle Lorentz en rapport avec les théories de Maxwell. Excusez. Les équations de Lorentz sont la base de la relativité restreinte qu'on verra un petit peu plus tard d'Albert Einstein. Mais à ce moment-là, c'était dans l'air, mais il n'y a personne qui avait pensé à la relativité restreinte, même si ça va venir quelques années plus tard. Ce que Lorentz prévoyait avec ces équations, c'est quand dans deux référentiels, soit, mettons, un référentiel R1 et un autre, mettons, un R0 ou R2, puis là, comme vous voulez, là, qu'il y avait la contraction des longueurs et la dilatation du temps. Ça, c'était prouvé par les transformations de Lorentz. Ça, c'était la base à Albert Einstein pour la relativité restreinte. Voyons. Mais Lorentz, à cette époque, avant 1905, il croyait toujours à l'éther dans les espaces intersidéraux pour la transmission de la lumière. L'éther n'était pas encore disparu. Et on voit qu'autour de 1900, la relativité restreinte s'en venait. Mais que c'était dans l'air, mais par bride. Il y avait un autre aussi, un autre genre de génie, là, qui était Henri Poincaré. Poincaré, c'est un brillant mathématicien. Comme je l'ai déjà dit dans une autre capsule précédente, Poincaré n'a pas été égalé depuis comme mathématicien parce que c'était un genre de Léonard de Vinci des mathématiques. Il pouvait toucher à toutes les branches des mathématiques de cette époque-là et trouver des solutions presque à n'importe quel problème. Dans ces années-là, on pouvait calculer le mouvement des planètes, d'une planète en particulier, autour de la Terre, autour du Soleil en rotation, avec les formules de Newton. Mais on n'était pas capable de prendre 3/4 en orbite, mettons autour du Soleil, et de déterminer le position un par rapport à l'autre. Il fallait les faire séparément. Et même le roi de Suède, dans ce temps-là, avait établi un prix pour celui qui pourrait trouver la solution du problème des 3/4. Ça, dans ce temps-là, c'était insoluble, autour des années 1900. Comme on le sait aujourd'hui, c'est Henri Poincaré qui a trouvé ça. Poincaré était vraiment un mathématicien brillant. J'ai sorti quelques exemples là, où qu'il a excellé. Là. Il a trouvé toutes sortes de choses. La conjecture de Poincaré, les 3/4, le problème des 3/4 que je viens de mentionner, la topologie. Il a travaillé sur la relativité restreinte, le théorème de Poincaré-Hopf, la dualité de Poincaré, le théorème de Poincaré
Birkhoff-Witt, inégalité de points carrés, vous en nommez, il touchait à toutes les mathématiques, puis il trouvait des solutions un peu à toutes. C'est même lui qui a pris les formules de Lorentz et les rendre vraiment compatibles avec la théorie de Maxwell l'électromagnétique. De plus, même en 1900, Poincaré, avec ses calculs, avait démontré que l'énergie électromagnétique, il prenait l'exemple d'un canon. Si on tire un boulet de canon, le canon va reculer. Mais il disait, si le canon émet de la lumière, il devrait faire la même chose. Avec la quantité de lumière qui va sortir des ondes électromagnétiques, il va avoir un recul. Mais il va tellement petit qu'on ne pourrait pas le mesurer. Mais ça, c'est le début de l'équivalence masse-énergie. Aujourd'hui, on peut dire que Poincaré avait trouvé la formule magique E égale mc2, mais intuitivement. Il ne l'a pas trouvé, mais il était proche. Mais il ne pouvait pas concevoir que E égale mc2. Il ne pouvait pas concevoir ça. Aujourd'hui, on fait des calculs simples. On prend on arrive à la formule de E mc2 parce qu'on la connaît. Mais dans ce temps-là, elle n'était pas connue. Mais Poincaré était vraiment un brillant mathématicien. Et comme vous voyez, autour de 1900, tout était prêt, tout était en place pour l'arrivée d'Albert Einstein, qui était là, évidemment, il était né en 1979, mais en 1905. C'est là qu'Albert Einstein a comme explosé le domaine de la physique avec la relativité restreinte et le fait photoélectrique et toutes ces choses-là, le mouvement brownien, en tout cas, il a publié ça en 1905. Et aussi, dans ce temps-là, Max Planck avait trouvé il avait réussi à trouver pourquoi la catastrophe de l'ultraviolet ne se produisait pas. Avec la constante de Planck qui a été écrite pour la première fois en 1900. On considère aujourd'hui que ça, c'est le début de la physique quantique, avec la constante de Planck. Fait qu'à ce moment-là, vous voyez que autour de 1900, là, il y avait un bouillonnement épouvantable là, de mathématiciens. C'était un peu des génies qui étaient un peu dans le même espace. Là. Ils étaient dans le même temps. Sans ça, si ça n'avait pas été ça, peut-être qu'Albert Einstein n'aurait pas pu trouver la relativité restreinte et la concrétiser comme on la connaît aujourd'hui. Sur ce, je vous dis bonjour et à la prochaine session qui traitera de Albert Einstein avec sa relativité et nous irons un peu plus loin pour voir comment est-ce que l'atome, les constituants de l'atome, comment est-ce que ça s'est rendu jusqu'à nos jours. Et sur ce, merci et bonne journée. À la prochaine.